Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je suis en Hongrie parce que c'est un beau pays céréalier avec de belles terres tout au long du Danube. Et vous allez le voir, 50% de la superficie agricole de ce pays est consacrée à la céréaliculture. D'ailleurs, il est le troisième producteur européen de maïs juste derrière l'Italie et la France. Et vous le verrez dans cette émission, il y a ici de très belles exploitations et vous découvrirez aussi qu'il y a de beaux matériels. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ça commence là? Ah ouais. Mes petits ornithorynques à poil ras, quoi de neuf? Cette semaine, on est allé au pays des pizzas, des spaghettis, de l'opéra et de l'art baroque. Je vous parle bien sûr de la Hongrie. Ouais, je crois aussi qu'il y a une petite erreur dans le texte là. Pour commencer, respect à ces agriculteurs. Ils ont augmenté la superficie de leur exploitation de 20 000 hectares en 20 ans. Ça fait 1000 hectares par an quand même. Et 1000 hectares par an, ça fait 83 hectares par mois. Et 83 hectares par mois, ça fait 3 hectares par jour. Et 3 hectares par jour, bon ok, j'arrête, c'est chiant. Et bien sûr, toujours plus de matos avec le Primoz de Krone et un pulvérisateur de chez Lemken. On a d'ailleurs aussi une interview de Nicolas Lemken. Donc si t'es fan de Lemken, bah tu vas prendre ton pied baby. Sans oublier la liste des finalistes du Tractor of the Year. Bref, c'est parti pour un épisode bourré jusqu'à la gueule de cambouis et de mécanismes high-tech. Top départ, place aux news. Les Innodesh de Saint-Jata ont eu lieu cette semaine tout près d'Amiens avec la présentation de nombreuses innovations. Par exemple, comment valoriser les zones réglementaires non cultivées à proximité des cours d'eau tout en préservant la ressource hydrique. On pouvait aussi découvrir la possibilité d'implanter des espèces bocagères permettant de tirer un revenu, soit en commercialisant du bois comme source d'énergie, soit même en plantant des arbres à fruits pour commercialiser par exemple des noisettes. Des parcelles montraient aussi l'implantation d'espèces mellifères pour assurer des ressources alimentaires pour les pollinisateurs. Alors en Hongrie, il y a des petites exploitations, mais il y a aussi de très belles exploitations. Je suis en compagnie d'Arpad et d'Helmut, qui ont une grande exploitation ici. Ils sont allemands. Alors, d'où est partie cette aventure? L'aventure a commencé en 1993. Nous sommes deux familles, une famille allemande et une famille hongroise, qui se sont rencontrées et ont décidé de créer une joint venture. Les premières années, nous avons commencé sur des petites surfaces, une exploitation d'environ 500 hectares, puis nous sommes passés à 4000 hectares, et aujourd'hui nous sommes un groupe d'exploitation qui travaille sur environ 20 000 hectares. Mais quelle est l'importance de votre parc de matériel pour exploiter 20 000 hectares? Quand on a commencé en 1993, on s'est tout de suite orienté vers des technologies de pays de l'Ouest, avec bien sûr un know-how hongrois. Autrefois, on travaillait beaucoup avec la charrue, et notre concept a été de pratiquer progressivement de plus en plus le minimum tillage. On a bien sûr investi de plus en plus dans les technologies modernes, et dans un parc d'outils modernes qui est, c'est vrai, assez conséquent, mais indispensable pour cultiver une aussi grande surface que 20 000 hectares. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis sur votre exploitation. Merci. Okay. C'est la grande tradition du début de l'été. La shortlist du Tractor of the Year est enfin connue. Le jury européen va encore tester les tracteurs sélectionnés cet été et cet automne. Les gagnants seront dévoilés lors du prochain salon Agritechnica à Hanovre début novembre 2016. Le Fendt 516 Vario, le Steyr 4145 Profit CVT, le McCormick X8 VT Drive, le Casiache Optum 300 CVX, le Dusfar 6215, le Massey Ferguson 6718S et le Zetor Forterra HD 140. Le New Holland T5.120, le Casiache Luxium 120, le Dusfar 5120C et le Massey Ferguson 5711. Le Antonio Carraro Tony 9800 TR, le Landini Série 2 GE, le Sam Frutetto 375 Natural, le Carraro Agritalia Agricube VLB 90, le New Holland T4.110F, le BCS Volcan K105 SDT Dual Steer et le Goldeny Q110. Bertrand Gourmaud, bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes le spécialiste pulvé chez Lemken France. Alors c'est vrai que vous avez lancé le Vega 12, enfin c'est pas vraiment lancé puisque vous l'aviez déjà dévoilé à Agritechnica. Cela dit, en France, ils ne seront livrés en concession qu'à l'automne prochain. Vous avez un parti pris sur le plan technique, vous préférez la flèche suiveuse plutôt que les cieux directeurs, pourquoi ? Oui, effectivement. Eh bien, tout simplement parce qu'on pense que c'est un système qui a quelques avantages techniques, en particulier en termes on va dire de rayon de braquage. On est beaucoup moins limité au niveau rayon de braquage, on peut tourner plus court et on n'a pas non plus de limite en ce qui concerne la taille des pneus et les voies de pneus avec une flèche suiveuse. Alors, autre parti pris technique, alors c'est vrai que tout le monde fait du bus à bus depuis le CIMA, mais vous optez plutôt pour un système de pilotage par électronique plutôt que pneumatique, pourquoi ? Absolument. Alors pour deux raisons, deux avantages pour l'utilisateur, même trois avantages si on veut, c'est une simplicité mécanique. Ensuite, c'est une souplesse d'utilisation puisque l'utilisateur peut lui-même programmer les tronçons comme il le souhaite directement sur le boîtier. Et dernier point, on va dire le plus marquant, c'est la possibilité de faire de la coupure bus par bus. Puisque effectivement nos machines maintenant, depuis plusieurs années, fonctionnent, enfin plusieurs machines sur le marché français fonctionnent avec ce système de coupure automatique bus par bus. Bertrand Gourmaud, merci beaucoup. Avec plaisir. Hervé Pomereau, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation ? Eh ben, nous sommes au cœur de la Beauce, là, à 20 km de Chartres, sur un plateau limoneux, avec des terres quand même assez fertiles, avec l'irrigation. Et puis chez moi, il y a du blé, de l'orge, du colza, des pois, des betteraves, des pommes de terre. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Quel type de semences vous utilisez ? Toujours de la semence certifiée. Jeune agriculteur, j'ai commencé avec de la semence de ferme et puis j'ai très vite arrêté parce que c'est pas le top, quoi. On peut ressemer des adventices par inadvertance si le triage est mal fait, qu'on a récolté un peu de régras, un peu de cailloux, des choses comme ça. La protection, l'enrobage de la graine et tout ça, c'est pas bien. L'homogénéité de levée, enfin il y a tout un tas de choses qui sont quand même moins intéressantes qu'avec de la semence certifiée pour laquelle on va vraiment contrôler ce que l'on fait, quoi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de se prémunir du phénomène des poussières. Oui, alors, je crois que là, l'enjeu des semences certifiées, c'est justement de pouvoir disposer de productions qui sont quand même beaucoup plus propres et beaucoup plus saines que ce que l'on peut faire avec une bétonnière à la ferme. Là, je caricature un petit peu, mais cet aspect poussière, c'est quand même très important, aussi bien pour l'utilisateur, pour la santé de l'utilisateur, que pour l'environnement et pour l'acceptabilité sociale. Et puis cette année, on a quand même un contexte de pression parasitaire qui est très très fort. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation variétale, c'est une possibilité de pouvoir limiter les traitements ? Il est clair qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'outils chimiques. La génétique, si on regarde un petit peu avec le passé, c'est quand même le facteur essentiel qui a permis de gagner à la fois en qualité, mais aussi en résistance aux parasites, aux maladies en particulier. Alors, certes, cette année, la fusariose est très discriminante, mais dans une année moyenne et dans un contexte pluriannuel, il est bien évident que la génétique, c'est un facteur essentiel. Alors, pour bien illustrer la pertinence de la sélection variétale, si on prend une vingtaine d'années en arrière, pour un blé améliorant qui apporte les mêmes qualités technologiques, on avait un rendement peut-être 70 quintaux maximum. Aujourd'hui, avec ces nouvelles variétés, on va avoir toujours cette amélioration technologique qui est très intéressante, une résistance aux maladies, résistance à l'averse, le taux de protéines, le Hadberg qui va bien, et puis en plus des rendements qui vont peut-être aller jusqu'à 80-90 quintaux hectares. Donc on voit que à critères égaux, on a une productivité évidemment très améliorée et une résistance aussi aux maladies beaucoup plus performante. Hervé Pomereau, merci beaucoup. Avec plaisir. On vous en avait parlé à l'Agritechnica, ça y est, on la voit au champ. Julien Clodon, bonjour. Bonjour.
Alors c'est vrai, elle est là, la Premos 5000, elle fonctionne? Et oui, ça y est, ça fonctionne, c'est parti, on est en test intensif, on n'hésite plus aujourd'hui à la présenter. Alors le principe c'est de faire passer donc de la paille entre deux rotors avec une pression de 2000 bars, on obtient des petits pelets comme ça de paille. On a une très forte densité comme le montre l'animation que vous avez organisée. Oui, on arrive à avoir une densité 5 fois supérieure par rapport à une presse à balle ronde, 3 fois supérieure par rapport à une presse à balle cubique puisqu'on densifie la paille jusqu'à 600 kg par mètre cube. Là, pour l'instant, on passe de l'orge, de l'avoine, de la paille de blé, bien sûr, mais il y a d'autres cultures, une trentaine de productions possibles? Alors, on a eu en tout cas la question pour 30 types de cultures possibles pouvant être passées dans la Premos. Aujourd'hui, effectivement, on a travaillé dans la paille. Les tests cette année portent sur le foin et la luzerne. Et dans l'avenir, on travaillera sur différents types de produits comme le miscanthus, le compost, le fumier de cheval, la paille de maïs également, tout un tas de produits auxquels on n'avait pas pensé, mais les clients ont pensé pour nous. Alors elle va s'adresser en 2018, certainement elle sera commercialisée, elle va s'adresser aux entrepreneurs. Ce qu'on voit apparaître, c'est une position à poste fixe. Oui, tout à fait, avec l'objectif de pouvoir faire travailler cette machine-là tout au long de l'année. Donc l'idée étant de la faire travailler au champ, pour des raisons logistiques et minimiser les coûts de transport et de stockage, mais également rentabiliser une telle machine tout au long de la saison, avec un élément stationnaire équipé de rouleaux démêleurs, d'un tapis d'alimentation qui va nous permettre d'alimenter la machine en continu. Et dites-nous, il n'y a pas une petite amélioration en vue? On cherche à améliorer en permanence nos machines, naturellement. Aujourd'hui, ce qui nous pénalise sur ce type de machine-là, ça reste malgré tout le débit. Donc on travaille sur une amélioration du débit, notamment avec des tambours de plus gros diamètre pouvant accepter plus de matière. Donc rendez-vous en 2018 par exemple. Et côté prix, c'est pas fixé? C'est encore pas fixé, donc on améliore le produit d'abord et après on fixera un prix ensuite. Merci beaucoup. Merci. Nicolas Lemken, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas directement opérationnel, mais vous êtes au board et c'est vous qui décidez la stratégie du groupe Lemken. Alors j'ai une première question. C'est vrai que je vois beaucoup de groupes aujourd'hui dans le machinisme cotés en bourse qui licencient parce que le marché est difficile. Et vous, au contraire, vous êtes une entreprise familiale et vous semblez plutôt investir et embaucher. Pourquoi ? Quand on est une société aussi ancienne que Lemken, qu'on existe depuis aussi longtemps et qu'on a un outil de production aussi performant, on est habitué à s'adapter au marché. La société a eu la possibilité et les moyens de créer un capital propre qui lui permet aujourd'hui de poursuivre ses investissements indépendamment des marchés, des autres fabricants ou des actionnaires. C'est vrai qu'aujourd'hui les agriculteurs souffrent, que les marchés ne vont pas bien, mais nous regardons l'avenir pour continuer à nous adapter, à nous développer et à investir. La France représente environ 14% de vos ventes, l'Allemagne 27%, et on a l'impression que le marché français est stratégique et vous avez envie d'investir, de vous développer. Concrètement, comment vous allez faire ? Il est clair que le marché français représente un très gros potentiel. Nous sommes présents sur le marché allemand depuis très longtemps, où nous avons une organisation bien implantée, mais nous sommes en train d'investir en France pour développer l'équipe commerciale ainsi que le réseau de distributeurs. C'est tout un processus, mais nous sommes sur la bonne voie pour augmenter nos parts sur le marché français. Nicolas Lemken, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Dernier point, si vous êtes un professionnel du secteur et si vous avez envie de tout comprendre de l'évolution de ce secteur, d'avoir les toutes dernières infos, il existe une lettre confidentielle spécialisée dans ce domaine. Il s'agit de machinismeactualité.com. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis d'excellentes moissons pour ceux qui ont débuté.